Bah, du coup, puisque c'est présenté, vous pouvez peut-être vous présenter aussi. Il n'y a pas de Oui, raison c'est que vous n'y passiez pas. Du coup, moi, je suis Yanaïta Araguas. J'ai plusieurs boulots. Je fais partie de Grand Aigle et puis dans ce cadre-là, en plus d'éditer des livres, on fait aussi des ateliers autour du livre-objet et de l'impression artisanale. Voilà. Moi, c'est Émeric Chalery. Je suis à la base plutôt du milieu de la musique, musicien, puis je m'occupe d'un label. Ça, c'est mes activités principales. Et puis voilà, depuis quelques années, en plus de sortir des disques, j'avais envie de faire des livres. Donc, on était Grand Aigle avec Yana. Ita. J'espère que j'ai pas fait de faute sur le nom. Mais... de toute façon, ce sera réécrit dans le site, je pense. Non mais... On rectifiera si jamais. Bon, qui commence? Moi, je vais commencer. Oui, bah, vas-y. Du coup, comment est-ce que vous avez choisi le nom de la maison d'édition? Alors, à la base, ça s'écrivait autrement. Ça s'écrivait comme un grand aigle, l'oiseau. Du coup, c'est le nom d'un format de papier, éventuellement d'un format de presse pour la gravure, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à un pote de faire le logo de notre maison d'édition et qu'il a écrit Grand Aigle n'importe comment. Et là, Chacha est intervenu en disant quand même, c'est vachement mieux. Donc voilà, on a gardé la mauvaise orthographe qui nous cause bien des soucis. C'est marrant, ça, mais c'est pas mal. Et un meilleur référencement Google. Voilà. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on note chacun notre truc ou il y a une personne qui prend ton note? Tu entends ça? C'est enregistré. Oui, bah oui, c'est enregistré, bah oui. Moi j'avais comme question, c'est quoi les plus grosses difficultés que vous éprouvez je sais pas, en éditant des livres? Dans la micro-édition, je dirais que la principale difficulté, ça reste le financier. Parce qu'on est sur des petits tirages, donc en général c'est assez coûteux. Et à partir du moment où on va passer par une imprimerie, ça va devenir quelque chose d'un peu coûteux et c'est compliqué du coup parce que ça retombe sur le prix de vente, etc. Et je pense oui, c'est toute l'économie qu'il y a autour de la micro-édition qui est problématique en soi. Il y a aussi le fait que du coup, comme on n'a pas vraiment d'économie, on est obligé d'attendre qu'une référence soit vendue pour avoir assez de sous pour refaire une nouvelle édition. Donc, voilà, on a un catalogue qui est tout petit parce qu'on attend à chaque fois d'avoir assez d'argent sur notre compte. Et il y a aussi le fait que, même si on voulait, on aurait du mal à prétendre à des subventions parce qu'on est vraiment dans une niche, on n'est pas distribué. Enfin, on n'est pas distribué, on n'a pas assez de nombre d'exemplaires, on répond pas aux critères classiques de l'édition, donc il n'y a pas de subventions qui peuvent nous permettre en tout cas en Loire-Atlantique, d'avoir plein de sous pour éditer plein de livres d'un coup. Du coup, les livres qu'il y a présents sur votre site, c'est tous ceux que vous avez faits. Il n'y en a pas en plus qui ne sont pas sur le site? Il y en a qui ont été faits en workshop, mais qu'on ne vend pas. On ne considère pas dans le catalogue, quoi. Voilà. C'est plus des choses, des rendus d'atelier. Ouais, ou des trucs qui ont été faits, tu sais, comme... en soirée. En soirée, voilà. Enfin, bref. Plus c'est... En soirée, c'est-à-dire En soirée, dans des soirées. Dans des soirées... non, parce que nos bureaux sont dans un collectif d'associations. On a une sorte de gros entrepôt où du coup on organise des événements communs, voilà, à plusieurs assos. Et du coup dans ce cadre-là, il arrive qu'on fasse par exemple des workshops où plein de gens participent, on fait un bouquin dans une soirée, on l'imprime à 50 exemplaires et on file les exemplaires aux gens qui étaient là. Voilà. Du coup ça on ne compte pas. Et donc tu parlais du fait que vous n'ayez pas de diffuseur, donc comment se passe la diffusion de vos livres? J'imagine essentiellement par internet et puis sur les salons aussi. Ça c'est principalement, oui, les salons, internet, mais aussi, en fait, du coup après on démarche un peu, on a un listing de lieux
en France, en Europe, qui propose de la micro-édition un peu dans notre registre. Et puis on sélectionne, en fonction de certaines villes, on le sélectionne et puis on leur propose, quoi. Il y en a qui prennent, d'autres qui prennent pas. Et puis voilà, ce qui fait qu'on est quand même présent dans plusieurs lieux aujourd'hui, quoi. Après, quand on fait ça, c'est aussi qu'on estime que ça vaut la peine pour les artistes. J'ai l'impression qu'on diffuse. C'est de la diffusion pour montrer le travail aussi. Mais on le fait pas partout parce que ça génère des frais aussi. Ah oui, bah ça, tu vois. Donc, sur ce problème d'économie aussi, du fait d'envoyer, c'est souvent des cadres dans le cadre d'un dépôt-vente. Du coup, c'est beaucoup de spéculation sur ce qui va se passer derrière, quoi. Ils ont une grosse liste de diffuseurs, en fait. On rêve tous d'avoir vos diffuseurs, hein. Ouais, après, je pense que ça fait encore un intermédiaire en plus dans cette problématique, mais oui, effectivement. Non, mais et puis on a fait... Ils sont bien, quoi. Enfin, c'est des bons diffuseurs. Pardon. Ça a parlé un peu robotiquement, du coup, on n'a pas trop compris ce que tu as dit. C'est pas grave. Des fois, ça nous arrive aussi, on entend qu'un mot sur deux, mais pour l'instant, ça va. Ok. Et en tout cas, on a aussi essayé de travailler avec... on a étudié des propositions de diffuseurs. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que ça nous contraignait sur la réalisation des objets. C'est-à-dire qu'il faut faire des objets qui soient déplaçables, qui puissent être manipulés sans s'abîmer, qui aient un coût de revient un peu moins cher. Enfin voilà, ça faisait que si on acceptait ce truc-là, il fallait qu'on pense nos livres en fonction de la diffusion. Alors que nous, on n'a pas envie. On a envie de penser nos livres comme on a envie. Voilà. Ouais, ça modifie un peu notre manière de faire, du coup. Et c'est un peu compliqué. pour rebondir aussi par rapport, quand tu parlais des artistes, comment se fait le choix en fait, des intervenants, des artistes que vous choisissez pour vos bouquins Ça se fait très simplement parce que on travaille sur une base de copinage, on va dire. C'est pas mal. On a quand même la chance d'être entouré de personnes assez talentueuses. Et du coup, rien que dans ce réseau-là, on a moyen de faire des choses. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très agréable de bosser avec des gens qu'on connaît, quoi. Ouais. Après, on n'exclut pas non plus qu'un jour on s'ouvre un peu plus, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui nous convient pas mal. Après, il y a aussi un truc d'effet un peu boule de neige. Par exemple, dans les prochaines choses qu'on a en tête, c'est des gens qu'on a rencontrés par le biais de l'édition avec Julie Redon, par exemple. On a rencontré une personne à qui on pense pour un prochain ouvrage, qui n'est pas vraiment un ami, enfin peut-être pour toi maintenant, mais voilà, qu'on a rencontré par ce biais-là. Donc c'est une chaîne. Je pense que c'est pas très contraignant parce que tout au long de notre vie, je pense qu'on va faire beaucoup de rencontres. Vous entendez rien là, c'est ça? Si. C'est qui cette personne avec qui vous avez peut-être un projet? Qui est cette personne? Non, il y a pas. On en discute pour l'instant. Ouais, c'est juste que c'est dans le ciel tout va bien. Ah super. Voilà. C'est vraiment très beau ce qu'il fait. À fond. Et voilà. Mais oui, je pense que voilà, c'est une grande toile d'araignée. On va rencontrer plein de gens. Donc on aura toujours des choses à faire avec des gens chouettes. Pour l'instant, on a plus de projets que d'ouvrages réalisés, donc tout va bien. Moi, j'aurais voulu savoir la date de la première édition que vous avez faite. Alors, on s'est posé la question hier en regardant un peu les questions que vous comptiez aborder. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On a vérifié, c'était 2012. 2012. Voilà, 2012, la première. Oh, donc c'est récent quand même. Très récent. Les difficultés, vous en avez parlé? Oui, les difficultés, j'en ai parlé tout à l'heure. Les stocks. On n'a rien entendu. Non, mais c'est normal. Les stocks. Où est-ce qu'ils mettent leurs stocks? Ils en ont beaucoup ou pas? Ça les encombre? L'avantage de la micro-édition, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, on met ça dans le bureau, dans ce lieu collectif là qui s'appelle Pienne. Derrière que de devant, j'ai l'impression, en fait. Ouais. Parce que du coup, j'étais en train de plisser les yeux pour comprendre la question qui est derrière l'écran, mais du coup, vous avez très bien entendu ce qu'elle a dit derrière l'écran. Et enfin, bref. Ok.
La question, c'était sur les stocks. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je comprenais pas la question. C'est des petits tirages. Ouais, voilà, du coup, on les stocke dans nos bureaux. C'est des cartons, c'est pas énorme. Et puis, une fois qu'on a fait du dépôt, on a fait quelques salons, enfin, on en a vite plus, presque plus. Voilà. Oui, c'est le problème de la micro-édition. Ouais. J'ai une question qui est est-ce que vous avez des projets éditoriaux qui sont morts, qui n'ont pas forcément abouti aujourd'hui? Des trucs qui n'auraient pas été aboutis? Qui ont existé mais qui n'existent plus. Tu veux dire des choses qu'on a laissées dans des cartons parce qu'on n'a pas pu les réaliser, par exemple? Non, des projets d'édition, en gros des projets éditoriaux, des maisons d'édition, des collaborations qui ont porté un nom, qui ont eu un début, une fin et c'est terminé. Ah, ouais. C'est pour notre cimetière des éditeurs. J'ai toujours pas compris. Est-ce que tu as monté une maison d'édition avant qui n'a pas avant Grand Aigle? Qui est finie, ouais, qui n'existe plus. Ou un fanzine, ou je ne sais pas, enfin si vous avez des... Non, si, je crois que j'avais dû faire un truc pour Noël à ma famille quand j'étais gamin. Ouais, voilà, moi c'est de cet ordre-là aussi. Bah allez-y, le nom et les dates de début et de fin. Je ne saurais pas dire. Non, mais attends. Ouais, il y a ce truc que quand j'étais au Beaux-Arts, c'est aussi ça qui m'a amené à faire de la micro-édition, c'est qu'à un moment, tu penses à faire des bouquins et puis tu te rends compte que si tu veux les faire, bah, tu vas les faire toi-même parce que tu n'as pas d'éditeurs qui vont être intéressés par ce que tu fais. Et du coup, ouais, j'ai fait quelques trucs avant Grand Aigle, parce que dans Grand Aigle, c'est pas forcément mon travail qu'on va éditer. Ouais. Du coup, j'ai commencé par faire des choses pour moi, un peu, pas beaucoup. Voilà. Et tu es encore auto-éditrice ou... Oui, mais voilà, on n'a pas évoqué ce problème-là dans la première question qui nous a été posée, quels sont les freins principaux dans notre travail, mais pour moi, il y a le frein du temps aussi. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour Grand Aigle, pour des raisons familiales et personnelles, mais voilà, du coup, bah oui, je continue à m'auto-éditer, mais trop peu à mon goût. Voilà. Et c'est à ton nom ou ça porte un nom générique? Non, c'est d'accord, ok. Non, c'est à mon. Mais là, pour le coup, c'est du fanzine sérigraphié qui est référencé nulle part et que je vends que sur des salons. D'accord. Bah justement, quels sont pour vous les critères du fanzine? Les critères du fanzine? Wow. C'est le fait de ne pas rentrer dans un circuit trop conventionnel, établi, le fait de souvent faire une partie soi-même, que ce soit la réalisation, dans la façon dont on diffuse ou dont on vend son objet, et puis la petite quantité. Après, historiquement, il y a plein d'autres critères. Enfin, je pense que vous les connaissez. Je ne sais pas. Moi, je vois vraiment le truc, comme je viens vraiment de la musique, surtout dans le domaine du rock, enfin, ça faisait des années que dans le punk hardcore, il y a ce truc-là qui existe, une manière de faire parler des groupes, d'une scène entre passionnés et avec le peu de moyens qu'on a, quoi. Et pour moi, c'est ça le fanzine aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, ça vient du DIY et de la facilité et de la passion. Voilà. Ouais, et puis ce truc aussi de rendre visible des boulots qui nous tiennent à cœur et qui vont pas forcément trouver une place dans un réseau plus gros, ou voilà, on fait en sorte d'essayer de le montrer. Voilà. Oui, bah, vu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, je pense que la réponse va être non, mais est-ce que vous vivez de vos éditions? Extrêmement bien. Oui. Non. Du coup, je me doutais de la réponse, mais bon. Est-ce que vous... Moi, ah bah non, c'est votre première interview, parce que j'aurais bien voulu savoir s'il y avait des gens qui en vivaient. On en connaît. Nous aussi, on aimerait bien le savoir, mais du coup, comme c'est la première, on vous
vous fera un compte rendu des autres, hein, mais On connaît des gens qui en survivent, en fait. Ouais, ça, ils nous C'est invitent déjà pas, ils pas en mal. survivent. ouais. Voilà. Ok. C'est pas mal, Et ça, après, je pense que survivre. voilà, c'est un truc qui fonctionne, je pense, si tu t'auto-édites, peut-être plus que si tu édites d'autres artistes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ça. Et puis, il faut faire que ça, en fait. Il faut faire que ça, passer son temps à vendre après derrière. Enfin, ouais, c'est. Bah, et puis, il faut que ce soit quelque chose à plein temps. Je pense que vous faites tous les deux quelque chose à côté. C'est ça. Forcément, c'est plus compliqué. Et puis il faut faire des grosses marges. Ouais. Enfin, Ouais. ça impliquerait de vendre les éditions à leur valeur de 40 travail, €, quoi. Et donc en ouais. fait ça, vous les vendriez pas dans le même réseau, Bah, c'est sûr. enfin, j'imagine. Ah non, c'est Faudrait pas dans au des même réseaux, genre ouais. aussi, du coup. Enfin, Ce serait dans les réseaux où les gens mettent des petits gants blancs pour les livres. C'est ça, ouais. Il y a des salons comme ça. Hein. Ouais, en Suisse. Pas uniquement, non. Il y en avait un Ah si, il y en a. au centre Pompidou notamment une fois. Des filles. La photographie. mais c'est vrai que du Pardon? Ah, ça bug un Je peu. dis non, c'est vrai que du coup, il y a aussi ce truc de à quel prix on vend nos livres. Ouais. Et je sais que Chacha, par exemple, depuis le début, c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur d'avoir le tarif le plus abordable possible pour tous les publics. Et moi, des fois, je râle un peu. Je dis, il faut aussi faire en sorte qu'on s'en tire et qu'on puisse continuer à produire des choses derrière. Du coup, on se bat un peu des fois là-dessus. Mais c'est quand même l'idée de faire des objets qui restent abordables, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous n'avez pas eu des réflexions de ce genre, vous, sur les salons auxquels vous avez participé où vous avez pas dit que ce que vous vendiez n'était pas cher Je parle aux étudiants, là, cette Oui. fois-ci. Ah, pardon. Non, mais la question est valable pour vous aussi. Enfin, Ah, moi, j'en ai pas fait des masses. non, alors, c'est vrai, mais... je peux pas dire, mais Mais à vous, est-ce qu'on vous l'a dit, ça parfois, que vous ne vendez pas assez cher? On a eu les deux, en fait. On Ouais, a eu c'est les ça, deux. voilà. C'est pas assez cher et puis c'est trop cher. En fait, c'est ceux qui sont vraiment connaisseurs de cette scène-là, enfin de ce milieu-là, qui vont dire que c'est pas assez cher. Et les autres vont trouver ça parfois trop cher. On en voit plein rechigner sur certains tarifs, quoi. Et puis, il y avait aussi ce truc, les tout premiers trucs qu'on a fabriqués quand on était dans l'atelier de sang, là, avec Ariane. On les vendait à prix libre. Sur nos premiers salons, c'était vraiment le tout début. Et du coup, là, c'était très drôle parce qu'on était face à des gens qui sont des consommateurs d'objets culturels et qui étaient complètement perdus par l'idée de devoir donner un prix à un objet. C'était assez rigolo. ceci dit, moi, c'est pareil. Hein, quand je vois prix libre, je sais jamais quoi dire, en fait. Mais en fait, quand on ne connaît pas le coût de la production, on est perdu. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de recommander ça à une jeune diplômée, c'est d'évaluer au moins combien ça lui a coûté et de mettre le coût de production, prix libre, coût de production, temps, quoi. Si on faisait pareil pour les concerts prix libre, ça serait quelque chose, mais bon. C'est une sorte de prix libre autoritaire, un peu, là. Oui et non, c'est-à-dire que de rappeler à ceux qui... Parce que tout le monde ne connaît pas le prix de production. Oui. Enfin, je sais pas. Hein. Mais je pense que à partir du moment où tu mets quelque chose aussi à prix libre, c'est que tu estimes que le prix de production ne rentre pas vraiment en jeu et que t'es pas en danger, quoi. Ouais, mais en réalité, au bout de la chaîne, les gens le sont parfois en danger. Enfin, ils n'en font pas de suivant. Mm. Ouais, je sais pas. C'était pas forcément une bonne idée. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est compliqué, ouais. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne le referait pas. Hein. De toute manière, c'était des productions aussi un peu approximatives des fois, donc ça justifiait aussi ça. Hein. Tout à fait. Tu peux pas la poser? Si. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations à donner à d'autres éditeurs? Pardon? Est-ce que vous avez Des recommandations? Ouais. Recommandations à donner à d'autres éditeurs? Non, je me sentirais assez peu placée pour ça. À de futurs éditeurs, disons plutôt. Oh là là. Ah si, renseignez-vous sur les formats que peut imprimer un imprimeur avant de penser un projet. Voilà. C'est une bonne idée, faut commencer par ça. C'est bien. C'était parfait. On a fait un projet avec une artiste qui s'appelle Marie Lancelin et elle avait, au début, c'était un de nos premiers projets et je pense qu'on était vraiment des bleus. Et du coup, on a réfléchi tout le projet sur un livre qui devait mesurer en totalité quelque chose comme
2,70 m, un truc comme ça, une fois déplié. Et c'était un le pour l'eau. D'un seul Enfin, tenant. c'est un le pour oui. Et forcément, c'est pas possible. Donc, on a dû revoir nos ambitions à la baisse. Et puis repenser l'objet. Et voilà. Si tu veux l'enregistrer, tiens. Bah, moi j'ai une objection, non, c'est possible. J'ai fait un mémoire qui fait 10 mètres. Oui, mais du coup, avec du collage. Non, 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 c'est non, bon. non. Non. Alors, vas-y. Bon, bah, Catherine, je suis obligée de l'ouvrir. C'est mon exemplaire. Bah oui, tant pis. Ah, c'est possible. J'ai ressorti le questionnaire. Pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, Alors, en fait, Et du- c'est du papier listing. d'accord. Mais du coup, tu l'as pas fait imprimer chez un imprimeur, tu l'as imprimé Non, toi-même. Du coup, je l'ai fait, Comment t'as fait je l'ai fait sur un traceur. J'ai enroulé tout le papier. Ah. C'est du temps quand même. Ah. Et du coup, Du coup. c'est fait main, quoi. Ouais. Et nous, on avait besoin d'un rendu avec un détail des noirs très très particulier parce que c'est une artiste qui travaille vraiment sur les finesses de. Mais du coup, on a dû passer par de l'impression offset pour ce projet-là. Du coup, l'option traceur, c'était pas envisageable. Et il fait combien 10 mètres? Ouais, C'est cool. recto verso. Ok. Du coup, tu le présentes complètement déplié ou genre Je le l'ai- manipule Je l'ai présenté là, à la soutenance la semaine dernière où en fait j'ai un peu performé donc en le dépliant vraiment à l'horizontale et en fait jusqu'à finir par terre. D'accord. Vous avez tous fait des fanzines déjà? Oui, un peu. Ouais. Bah oui, tous, Bah après, pour certains, moi en tout cas, avant cette année et avant Edith, j'avais jamais touché à ça de ma vie, mais c'est vrai que non, mais ça m'a permis de découvrir vraiment une partie de mon Le terme travail. est terrifiant. Non, mais une partie de mon travail que j'aurais peut-être jamais abordé en fait sans ça, donc c'est positif. Bah cool. Puis on a eu la journée Artzine aussi à l'école, journée d'études. Ce qui nous a Attends, je cherchais vraiment le- donné envie en fait de produire aussi des choses, quoi. C'était un peu on a envie mais on n'ose pas trop et je crois que ça nous a permis de franchir un peu un cap aussi. C'est du coup. Alors, c'était une Ah journée ouais. d'études qui était co-organisée Ouais. par le groupe de recherche. Et c'est Antoine Lefebvre qui a Oh. surtout supervisé. On reconnaît le logo de Oui, oui. Artzine. Et celui-ci a été réalisé à l'école avec Edith. On est Ok. Claire Phoenix-Grayson qui fait partie du groupe de recherche, qui est une ancienne étudiante. Ouais. Ainsi que votre serviteur moi-même là. On était les deux invités artistiques là. Il fait le steak. C'est ça. Mais surtout, dedans, il y a un grand aigle parmi les 10 plus beaux fanzines pour moi. Ouais, vous êtes dedans. C'est vrai. Ouais. C'est à la musique. Je sais pas si vous Dégage. voyez là. Ouais. Et bah donc Ouais. là, Anouk Kritov, Sébastien Montero, Antoine Lefebvre, Laura Morchkin, Dominique Debert, Julie Redon. Si j'ai un enfant, vous l'appellerez Minuit de nuit, Nantes, Grand Aigle. Il est là. Cool. Donc vous êtes dedans. Ok. Et vous avez fait quoi du coup de cette journée? Bah ça. Ok. Ouais, il y a eu cette production-là, et puis, enfin, surtout le matin, en fait, tous les intervenants avaient ramené une dizaine de fanzines qui, pour eux, étaient ceux qu'ils préféraient. Et, enfin, pour résumer, quoi, le truc, ouais, c'était un peu ça, ceux qui préféraient, ils les ont un peu montrés, fait circuler. Et c'était un peu Noël, quoi. Il y en avait partout. Et Mais ça a permis de, Vous aussi, vous avez- de lancer ce débat un peu sur le hardzine. Qu'est-ce que le hardzine? Qu'est-ce que le fanzine? C'est pour ça qu'on vous posait la question aussi du critère pour vous du fanzine, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que c'est assez large. Ouais, voilà, c'est suivant chacun sa propre définition un peu du fanzine. Donc ça a permis aussi de toucher à plusieurs univers et découvrir des choses. Enfin, puis découvrir des fanzines aussi qui sont dans des collections et dont on n'a pas du tout accès, quoi. Des trucs vraiment perso, comme Vincent qui avait des choses
enfin, que personne L'organisateur de la Ouais. Paris As Book Fair qui est venu avec des numéros super rares de Butt et tout ça. Enfin, c'était assez riche, ouais. Il y avait aussi, enfin, vous regarderez, hein, il y avait aussi Virginie Liobard pour la Fanzinothèque. Enfin, il y avait plein de monde. Et oui, c'est ça, j'avais parlé de ça. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je trouvais que c'était un peu. En allant à la fanzinothèque de Poitiers, on se rend vraiment bien compte aussi de ces différences-là entre le fanzine, le gravine, enfin, toutes les catégories que tu peux trouver. Et c'est chouette, quoi, de faire cette expérience-là, de pouvoir voir cette diversité. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, on est plus sur du fanzine graphique. C'est ça, oui. Après, on se pose la question de. Là, on a des comptes à venir qui seront peut-être un petit peu différents. Mais voilà. Mais c'était l'une des constatations de la journée d'études, c'était en fait, en gros, chacun se posait la question des critères en avançant un peu des hypothèses, mais on s'apercevait vraiment que ça n'avait aucune importance. C'est-à-dire qu'on était les uns et les autres représentaient des disciplines comme même le fanzine strictement musical ou quoi. Et en fait, en réalité, il y avait les obsessionnels de la définition, ceux qui s'en fichaient complètement, et on s'apercevait que ce qui comptait vraiment, c'était la circulation et voilà quoi, et la production. Donc, j'ai reçu un nouveau message. Comment? Il a reçu un message, lui, hein, c'est pas nous, ça va. Oui. Il y avait une question que je voulais poser aussi. Mais oui, c'est d'accord. Pas de question. Moi, je crois que je fais partie de la catégorie de vraiment de définition. Ouais. Et puis, je crois que du coup, nous, on est aussi un peu borderline parce qu'on passe souvent par des imprimeurs pour faire un fanzine. Et du coup, on a aussi des pratiques à l'atelier. On a un atelier de sérigraphie là où on travaille. Mais c'est peut-être pas le cœur de notre production. Du coup, il y a un truc de... On est aussi sur une limite, parce que je pense qu'il y a plein de gens pour qui le fanzine, il est imprimé chez soi, à la main, enfin voilà, à la photocopieuse, et nous, on fait photocopier ailleurs, quoi, parfois. Du coup... Les purs et durs du DIY. On en connaît. Mais on essaie de garder un élément sur lequel on intervient à la main. Des fois, ça rate. Par exemple, sur le Julie Redon, on avait prévu de le faire imprimer chez un imprimeur et de rajouter un vernis sélectif à la main en sérigraphie sur la couverture. Et on s'est rendu compte très vite qu'on avait des petits problèmes de calage où ça décalait très légèrement le visuel en fonction de comment la reliure avait été faite. On aurait dû y penser. Et du coup, comme on avait très peu d'exemplaires, on avait très peur d'en bousiller même deux parce que ça se répercute très vite sur le prix de vente. Et donc, on a fait les poules mouillées, on ne l'a pas fait. Mais il est très beau comme ça. Ouais. Non, mais c'est simple comme ça, il est bien. Je suis d'accord. Moi, j'ai plus de questions, franchement. Si on n'a plus de questions, on n'a plus de questions. Enfin, c'est pas, faut pas vous faut forcer pas non plus, mais s'obliger. si d'autres ont encore des choses à dire. Bah oui, bien sûr. Vous avez un salon bientôt? Oui. C'est pas un salon dédié aux fanzines? Non, ouais, c'est un festival. Le prochain, c'est ce week-end. Il y a un salon de label, mais de musique, du coup, à Rennes. Moi, j'emmène les productions aussi dans ce genre de cadre. Et puis après, on fait L'air de rien. Festival L'air de rien, c'est à Nantes. C'est un festival et ils font je sais pas comment dire, des espèces de chariots à l'intérieur du festival où tu te trimbales avec tes productions. Et l'année prochaine, on va au Monstre, au moins. Ouais, j'espère. Ouais. On verra. C'est vrai qu'il ne faut pas trop regarder les salons. Je sais pas ce qui se passe, ce qui vient. Ça, les salons, c'est pareil. Pardon? On fait en fonction. Je dis les salons, c'est pareil, on fait en fonction des endroits où on a envie de passer un week-end parce que comme c'est à nos propres frais, il faut avoir envie d'aller en Suisse ou en Allemagne ou en France, à Dijon. Voilà. Ok. On peut toujours arrêter l'enregistrement. Ça, c'est matière. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire.
Bah oui, là c'est clair. Bah, au revoir, Grand Aigle. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Bon vous. courage pour la suite. On éteint? Ou c'est vous qui éteignez?